temps pour les organismes humains. Arrivez-vous à bien fermer les yeux et à dormir par ces temps de forte chaleur, doublé d'une crise au coronavirus accompagnée par un droit de tension sociale? En l'absence de toute étude, on peut se contenter des réponses éparses distillées ici et là. Les Togolais sont de plus en plus nombreux à se demander ce qui se passe dans leur pays. Ils le font savoir. Pourquoi tentez-vous d'expliquer ce qui est inexplicable? Pourquoi ouvrir encore une enquête autour d'un événement en plein jour et sans ombre? Personne ne devrait mourir ainsi. Avait dit ce jour-là, le jeune Mohamed a trouvé la mort durant un contrôle militaire ou policier. On ne sait plus trop qui fait quoi, mais en vérité, comment procède-t-on au contrôle d'un citoyen à bord de son véhicule? Aurait-on besoin d'armes, d'intimidation ou de la clé de la voiture? Le nouveau feu allumé autour de ce décès ne s'est pas encore éteint, tout comme celui de Dangpen, Lamba et Konkomba, si proches et si éloignés, en même temps se sont affrontés violemment. Les tensions communautaires dans ces régions du Nord Togo et du Nord Ghana sont restées fréquentes. Comment mettre définitivement fin au conflit? C'est la nouvelle problématique. Les mêmes problématiques sont partagées dans le moyen mono. Les éleveurs peulent leurs bêtes demeurent en position d'opposition aux agriculteurs, contraints lundi de manifester leur colère. Des caisses de gaz lacrymogènes ont été servies à volonté. Pendant ce temps, les pensionnaires de la prison civile de Lomé n'ont sans doute pas encore oublié leur part de ces cartons de gaz. Mais dans l'urgence, ils traînent leur détresse et leur peur du coronavirus. Ils ne sont pas les seuls. Les ambulances qui transportent les malades accentuent cette peur à chacune de leurs interventions. La maladie a bondi au Togo. Comment expliquer ce saut dans l'inconnu d'une maladie jusque-là contenue par les mesures des autorités? Ces dernières ont permis ce samedi le retour au pays de nombreux Togolais bloqués en Europe. Doit-on tendre les bras et accueillir chaleureusement la nouvelle? À Washington, à Paris ou à Genève, les nouvelles de la Covid demeurent préoccupantes. On scrute le ciel pour trouver un remède ou mieux un vaccin. La course contre la montre a commencé. Qui sera le prochain Louis Pasteur? En attendant, l'Afrique adopte de plus en plus le Covid organique. L'Afrique surprend d'ailleurs le monde. Comment l'Afrique résiste-t-elle à la pandémie? Cherche-t-on à savoir dans les milieux de grandes curiosités. Sur le registre des curiosités, mais au Togo, il y avait eu la longue pré-campagne de Dr Aubin Kodeviton, de nouvelles visions emportées par les lois électorales du pays. L'ancien résident US va-t-il pouvoir se relever? Avec nous justement, Dr Aubin Kodeviton, vos questions dans 45 minutes au 96 50 34 37 et 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Docteur, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la radio et bonjour à l'émission des 12. Comment allez-vous? Je vais super bien, par la grâce. Le monde a changé depuis que vous êtes arrivé, vous êtes passé par ici. Il y a eu l'élection présidentielle au Togo, mais il y a surtout la survenue de la Covid-19. Arrivez-vous à fermer les yeux, à dormir convenablement comme c'est de tradition? Même depuis avant l'événement de Covid, c'était difficile pour quelqu'un qui veut voir son pays évoluer, de réellement fermer les yeux. Parce que quand à côté de nous, nous voyons nos frères, nos confrères, nos concitoyens mourir de faim, des gens qui se débrouillent pas mal, mais qui n'arrivent pas à joindre deux bouts, des gens qui à longueur de journée se bataillent un peu partout, mais n'arrivent pas à s'en sortir, on n'arrivera jamais à fermer les yeux. Maintenant, ajouter à cela, l'avènement Covid-19 n'a fait qu'accentuer cette circonstance dans laquelle vit notre population. Donc je pense que pour tout homme qui veut voir un pays évoluer, tout homme qui veut voir son prochain à l'aise, il serait difficile de réellement fermer les yeux, surtout en cette période où le Covid et puis sa gestion ne fait qu'accentuer les victimes socio-économiques. Je rappelle que vous habitez l'est de la capitale togolaise. Que vous disent les populations quand elles viennent vous voir? Sans doute qu'elles doivent venir vous voir. Vous êtes un ancien candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces populations? Justement, un peu partout, tous les jours, vous entendez des cris, des lamentations de la population togolaise. Ceux-là qui viennent parce qu'ils n'ont rien à manger à la maison, ceux-là qui viennent parce qu'ils n'arrivent plus à avoir de business dans leurs entreprises,
ceux-là qui viennent parce qu'ils ne savent même plus comment s'en sortir. Donc tous les jours, vous devez faire des monogrammes par ici, des floues par là, et donner des vivres à certaines personnes par là. Donc vous voyez que ça s'accentue tous les jours. Donc ces populations, surtout autour de l'est de la capitale, ne sont pas du reste. Ils sont comme nos milliers d'ambassadeurs un peu partout qui aujourd'hui ont besoin d'un minimum pour quand même vivre et survivre. Donc voilà la situation togolaise que nous vivons, voilà la situation de la jeunesse qui est autour de nous. Nous parlerons de cette jeunesse qui vous suit depuis quelques temps maintenant. Vous les appelez les ambassadeurs. On verra s'ils vont continuer par vous suivre puisque vous n'avez pas été retenu à être candidat et éventuellement à devenir chef de l'État du Togo. Mais nous parlons de Covid-19. Pour commencer cette émission, c'est la nouvelle. Hier, des compatriotes togolais qui étaient bloqués à l'extérieur ont été autorisés à rentrer dans notre pays. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous qui sommes déjà sur le territoire? Alors je pense que peu importe le cas, il faudrait donner l'opportunité aux Togolais de rejoindre leur famille. Il faut la réunification des familles, il faut que les gens retournent vers leur foyer de résidence. Mais ce qui serait mieux, et je pense que c'est ce qui est fait, c'est de prendre les dispositions pour que ce retour ne soit pas un événement malheureux pour ceux qui vivent sur le territoire. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que les pays comme l'Europe, surtout la France et l'Italie, sont des pays à haute tension, à haut débit concernant le Covid-19. Donc, quand nous avons nos concitoyens qui reviennent de là-bas, il faudrait que les dispositions soient scrupuleusement suivies afin qu'il n'y ait pas de propagation de cette maladie qui déjà fait beaucoup de victimes au Togo. Vous savez qu'ils sont revenus par l'aéroport international de Lomé. Cet aéroport est fermé aux vols commerciaux, mais il se dit que bientôt, l'aéroport va rouvrir justement à ces trafics aériens. Là aussi, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je pense que peu importe le cas, le monde doit évoluer. Donc arriver à un niveau donné, donc je pense qu'il est important quand même d'apprendre à vivre avec la situation, à savoir comment gérer le Covid, sinon on ne peut pas stopper le monde. Et l'aéroport de Lomé, je pense quand même que ça a été partiellement fermé, hein, parce que c'était fermé à des pays de haute tension de Covid, parce que les vols sur les États-Unis continuent depuis un certain moment. Donc je pense que ils doivent, c'est surtout les décideurs doivent prendre la meilleure solution en ces temps de crise. Et cette meilleure solution n'est pas toujours ce que nous souhaiterions, mais il faudrait quand même permettre à ce que économiquement le pays ne soit pas complètement à terre. Donc je pense qu'il est important de voir dans quelles conditions est-ce que nos conditions sont réunies pour réouvrir ces aéroports et quels sont les protocoles que nous devons mettre sur pied avant qu'on entame cette nouvelle époque, cette nouvelle étape de la chose. Sinon, si c'est réouvrir parce que ce pays de l'Europe a réouvert ou bien ce pays des États-Unis a réouvert, je pense que nous ferons du mal, du tort à notre pays. Donc, il faudrait mettre sur pied des protocoles, il faudrait être apte de dire que nous avons maîtrisé l'évolution de cette pandémie et nous savons quoi faire en cas de quête s'il y a. Donc, c'est ce qui permettra à ce que ces aéroports soient partiellement ouverts et puis avec un monitoring continuel, ça permettra petit à petit de relancer les activités. C'est vrai que le Togo continue par être desservi depuis Lomé en direction des États-Unis, mais il n'y a pas très longtemps vous viviez aux États-Unis. Vous avez les nouvelles de ce pays-là, beaucoup de morts. Aujourd'hui, est-ce que vous dites que vous avez beaucoup de chance d'avoir choisi de rentrer au Togo? Je ne dirais pas que c'est une chance de rentrer, c'est une décision. Parce que si c'est une chance de rentrer, j'aurais dit par là que je ne me soucie pas de ceux qui sont restés là-bas. Nous avons beaucoup de compatriotes togolais qui sont restés aux États-Unis. Et justement, ma famille, ma femme et mes enfants sont aux États-Unis. Donc, je ne suis pas chanceux de m'en sortir. Mais je pense que la solution que nous recherchons aujourd'hui n'est pas seulement une solution pour le Togo. Le monde est devenu une seule nation. Donc, il faudrait quand même que nous puissions penser à trouver une solution mondiale au lieu de toujours rester dans son coin et chercher à faire pour lui-même, parce que les activités inter-États aujourd'hui ne sont plus limitées.
Et nous avons des familles un peu partout, donc il est important que nous puissions à chaque instant trouver des solutions pour servir le monde. Et c'est dans cette ordre d'idée que je remercie tous les Africains qui s'y mettent depuis un certain moment, surtout en mettant un accent particulier sur la médecine traditionnelle que nous avons. Je pense que si on arrive à trouver une solution pour le Togo, une solution pour le Madagascar, on trouvera également une solution pour le monde. Et l'Afrique peut le faire. Dans le monde, on se pose cette question, comment l'Afrique arrive-t-elle à résister à la pandémie? On sait qu'il y a beaucoup de morts dans le monde, mais un peu moins en Afrique. Comment expliquez-vous ça? Moi, naturellement, je pense quand même que si on se rabat un peu sur la science, on comprendra que quand vous êtes attaqué par une maladie, c'est l'aptitude de votre corps ou des anticorps que vous avez en vous qui vont vous permettre de résister ou bien de se guérir la maladie ou bien par assistance médicale de vite s'en sortir. Nous avons eu des maladies qui ont des traits similaires au Covid, par exemple le palu, qui n'est pas au fait très connu à l'Occident. Nous avions eu à prendre des potions, nous avions eu à résister à certaines conditions qui certainement ont produit des anticorps. En n'oubliant même pas que peut-être la condition climatique même de l'Afrique peut aussi contribuer à cela. Mais aujourd'hui, il serait peut-être très tôt, sans faire des recherches spécifiques, dire que voilà ce qui a permis à ce que l'Afrique a résisté à cela. Mais quand même, personnellement, je pense que notre habitude, la manière dont nous avions vécu, la condition dans laquelle nous vivons, ce que nous mangeons des fois, tout ça là peut contribuer à ce que l'Africain puisse résister un peu plus à cette maladie. L'Afrique résistait, le Togo également. Il faut dire qu'ici, les autorités ont pris un certain nombre de mesures pour faire face à la pandémie. Quel est votre regard sur toutes ces mesures qui sont prises par les autorités? Je pense quand même que notre pays a fait l'effort. Et on va souligner ces efforts à travers les résultats que nous avons sur le terrain. Parce que si nous faisons des analyses basées sur des résultats concrets, je pense que ça permettra à ce que les choses évoluent. Quand vous voyez depuis le premier cas détecté jusqu'à la date d'aujourd'hui, je pense quand même que le régime a fait beaucoup d'efforts par rapport aux dispositions pour ne pas permettre l'invasion du pays par cette maladie. Bon, néanmoins, je pense également qu'au niveau socio-économique, il reste beaucoup à faire. Oui, il est certain que la perfection n'est pas de ce monde, mais il faudrait quand même aussi revoir un tout petit peu la condition socio-économique de nos populations. Parce que vous n'êtes pas sans savoir également qu'avant même la crise, les gens souffraient tellement. Et maintenant, avec cette crise où les activités sont bloquées pour beaucoup de personnes, et surtout ceux qui font des activités la nuit, les bars, les nightclubs et autres, les activités sont bloquées. Donc, il y a tellement de victimes socio-économiques. Donc, je pense que j'aurais souhaité que les mesures soient revues d'une manière à apporter une assistance à toutes ces couches. On a des étudiants, ceux qui étaient des étudiants il y a cela 2 ans ou 1 an, c'est-à-dire au moment où ils ont établi leur carte de vote et qui ne sont plus étudiants aujourd'hui, ceux qui avaient certains boulots et ont eu d'autres titres sur leur carte au moment où aujourd'hui ils sont dans d'autres situations, ce sont des personnes qui sont laissées sans assistance. Il y a des enseignants du coup des institutions privées, il y a tellement de choses à revoir. Je reconnais également que nous n'avons pas un pays à économie si forte et qu'on pourrait dire qu'on peut aider tout le monde au même moment. Mais quand même, je pense qu'on pourra aussi apporter un plus pour assister beaucoup de couches sociales qui sont laissées pour compte. Je rappelle que vous faites allusion là, en partie au programme Novici. Les populations les plus défavorisées ont droit à environ 10 500 et 12 000 francs par mois. Pour vous, est-ce que c'est suffisant? Non, je ne dirais pas que c'est suffisant, mais je ne dirais pas que ça ne veut rien dire. Parce que j'ai eu à parler avec beaucoup de gens. Au début, tout le monde disait, non, ça, on va faire quoi avec ça? Mais avec le temps, j'ai commencé à entendre beaucoup de ces mêmes personnes qui reviennent me dire, ah non, ici, ça aide. Hein? Parce que des gens maintenant ont changé d'habitude même de dépenser. Parce que lorsqu'ils reçoivent l'argent du Covid, l'argent de Novici,
ils veulent faire des emplettes, ils veulent acheter, ils veulent garder, ils veulent quand même... ils ont changé d'habitude quand même. Je dirais que le gaspillage est un peu limité. Donc je pense que même si ce n'est pas suffisant, ça joue un rôle. Donc si ça pourrait être étendu vers d'autres personnes, ça aiderait. Ou bien si ça pourrait être revu en hausse, je pense que ça aiderait également parce que du jour au lendemain, quand Covid continue par faire sa marche, je vois que la situation continue à s'empirer. Donc je pense quand même que ce serait bien qu'on puisse quand même revoir les couches délaissées et voir également ce qu'on peut faire de plus pour aider cette population souffrante. On a noté quand même une forte affluence autour de ce programme des autorités, comme vous le constatez. Au départ, un certain nombre de Togolais portaient des réserves, mais aujourd'hui, beaucoup adhèrent à ce programme-là. Est-ce que cela ne traduit pas aussi l'état de dénuement dans lequel se trouvent nos populations? Parce qu'ailleurs, quand on évoque 10 000 francs CFA ou 12 000 francs CFA, c'est peu quand vous faites la comparaison avec un pays comme le Sénégal, le Gabon. Oui, je suis d'accord, je dirais que c'est peu, mais on dira c'est peu par rapport au budget que nous avons. Aujourd'hui, on pourrait prendre parti en disant que c'est très minime par rapport à ce que notre régime pourra faire en voyant le gaspillage autour de nous, en voyant ceux qui sont dans la laine de décision, ont occupé de postes, ce qu'ils font avec leur vie, à ce qu'ils faisaient avec leur vie. On pourra dire quand même, si on arrivait à réduire un peu le gaspillage, on pourrait doubler, voire tripler ce que Novici a apporté aux Togolais. Donc je dis quand même que oui, par rapport à ces pays, c'est peu, mais on aura à prendre cette décision, à revoir, à juger cela par rapport à l'économie, aux exigences, et également aux dispositions à prendre. Parce que dans la gestion de Covid, ce n'est pas seulement le programme Novici. Il faut les instruments, il faut les hôpitaux, il faut prévoir l'expansion de la maladie, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça dépendra également de sur quoi notre pays se base, quelle est la priorité. Si la priorité n'est pas au fait de faire manger les gens, mais de pouvoir avoir les instruments qu'il faut pour qu'au moment venu, on pourra faire face à cette maladie pour éviter cette propagation exponentielle. Donc tout ça là c'est à revoir parce que ces pays comme le Sénégal et autres peuvent faire beaucoup pour leur population mais peut-être peu pour les prédispositions en cas d'évasion de la maladie. Donc c'est un peu ambigu à ce niveau de déclarer tout de suite que c'est trop peu, mais mon souhait c'est que l'État revoie en hausse cette somme et au-delà de cela, revoir aussi les différentes couches qui sont délaissées. Il y a plusieurs couches qui sont délaissées et qui n'ont pas pu avoir accès à ce programme Novici parce que n'ayant pas soit la carte d'électeur ou bien ayant une mention qui n'est pas catégorisée dans ceux qui reçoivent. Parmi les mesures qui sont prises par les autorités, il y a aussi le couvre-feu. Au départ, vous avez constaté que l'application de cette mesure a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On a constaté qu'il y a un léger mieux aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous saluez ou pas? Oui, pour le couvre-feu, moi j'ai salué ça depuis le début. Mais il y a eu tellement de discussions autour de ça, parce que pour certains, est-ce que la maladie est une maladie de jour et non de nuit? Il y a beaucoup de choses. Mais ce que j'ai analysé, c'est que la plupart du temps, si on revient des États-Unis, de l'Europe et autres, dans les 1 mois ou 6 semaines que nous avons à faire, nous faisons beaucoup d'activités nocturnes. Je dis nocturnes par là, les sorties, les balades dans les boîtes de nuit, dans les bars et autres. Donc je pense quand même que, vu que la maladie est très exposée à l'extérieur, il faudrait mettre point ou bien réduire la possibilité d'expansion, surtout pour ceux qui doivent revenir de l'extérieur. Donc le couvre-feu, au fait, était un signal très important pour faire savoir aux gens que la maladie existe. Parce que jusqu'à un niveau donné, je vois des Togolais qui disent, pas seulement les Togolais, mais même aux États-Unis, les gens qui disent que bon, est-ce que le Covid même existe? Donc les gens qui sont toujours sceptiques par rapport à la maladie. Donc je vois que quand l'État a instauré le couvre-feu, tout le monde s'est dit, donc il y a quelque chose de sérieux qui se passe. Vous allez voir, vous allez passer dans la ville, voilà, vous allez voir combien de personnes maintenant qui portent des cache-nez par rapport au début. Donc je pense quand même que le couvre-feu a fait son boulot. Maintenant, la question serait de savoir si on doit continuer à l'avoir. Est-ce que ce n'est pas temps
de commencer légèrement à l'enlever. Bon, on a vu de 19h, c'est parti à 20h, maintenant de 20h à 21h. Je pense quand même que les dispositions sont en train d'être prises pour voir quelle serait la meilleure décision à prendre. On a constaté que vous êtes préoccupé par les activités nocturnes d'un certain nombre de Togolais. Vous, personnellement, est-ce que vous aimez être dans la nuit? Ah, moi, je suis dans le jour et dans la nuit. Parce que dans le jour et dans la nuit, les Togolais y sont. Et tant qu'il y a des Togolais partout, j'y suis. Parce que je suis venu, je m'engage pour eux. Donc voilà, je suis partout. Souvent dans les boîtes de nuit? Non, pas du tout. Mais ça ne m'empêche pas d'aller voir ce qui se passe dans certains coins. Je suis avec la jeunesse, je dois sentir ce qu'ils sont en train de faire et je dois voir ce que je peux faire pour changer. Donc je ne peux pas changer de loin par télécommande. Mais il faudrait vivre certaines situations pour arriver à les changer. Donc que ce soit dans les églises, que ce soit dans les boîtes, que ce soit dans les bars, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les villages, dans les coins les plus reculés de la capitale, je suis là tous les jours. Dans un certain nombre de pays africains, les opposants participent aux côtés des autorités à cette lutte. Au Togo, c'est vrai qu'on a vu un certain nombre d'acteurs politiques intervenir par des sensibilisations. Certains ont pu confectionner même des bavettes. Et vous, personnellement, au niveau de Nouvelle Vision, qu'est-ce que vous avez pu faire depuis la survenue de cette pandémie? Je crois que, bon, les rapports sont là pour témoigner des activités que Nouvelle Vision a menées depuis le début, surtout au niveau de la sensibilisation. Donc nous avons commencé très tôt à sensibiliser nos concitoyens, surtout nos ambassadeurs d'Autochtones, depuis le début de la crise. Et arrivé à un moment, nous avons continué notre sensibilisation en produisant des cache-nez pour pouvoir aider la population à se protéger. Et au-delà de cela, nous avons aussi fait des lave-mains que nous avons distribués à des points culminants dans la capitale où les gens se rassemblent, surtout dans les centres de rassemblement des Émidjamans qui sont exposés mais n'ont pas de cache-main, de lave-mains. Donc nous l'avons fait pour distribuer un peu partout dans les coins de Lomé. Et au-delà de cela, nous avons également favorablement répondu à l'appel du gouvernement sur la demande de contribution du fonds en donnant personnellement 1 million de francs pour supporter ce projet. Donc nous continuons la sensibilisation à notre niveau et nous nous apprêtons également à faire des dons en vivres pour aider certaines familles, sans oublier ce qu'on fait tous les jours de nos côtés. Tout le bureau, c'est-à-dire le secrétaire général, et tous ceux qui sont là, les leaders de Nouvelle Vision un peu partout, sont interpellés, sont appelés, et ils le font tous les jours. 1 million de francs CFA, c'est peu, mais c'est beaucoup. Quand on sait qu'au Togo, très peu d'acteurs politiques sont des milliardaires. Et ça, c'est aussi une réalité togolaise. Ailleurs dans le monde, ceux qui sont engagés dans l'action politique, ils sont riches. Mais curieusement, au Togo, très peu le sont. Comment développer cette attitude à avoir des acteurs politiques milliardaires, par exemple, comme au Bénin? D'abord, sur ce point, depuis un certain moment, lorsque j'ai vu à la TVT la liste des personnes qui ont contribué pour le Covid et avoir une liste de 10 personnes, bon, par la grâce de Dieu, je suis l'une parmi ces 10 personnes. Mais quand je vois les personnalités qui sont là et qui ont contribué 1 seul million, je dis c'est un don, hein, c'est volontaire quand même. Mais si depuis plusieurs années, nous n'avons pas donné la chance à la jeunesse d'occuper des positions où ils peuvent aussi gagner, ils peuvent s'enrichir, ils peuvent avoir des opportunités comme nous. Et nous avons voulu aider. Il y a des gens qui sont là depuis même ma naissance jusqu'à la date d'aujourd'hui et dans une situation comme celle-ci, n'arrivent pas à dépocher, à faire sortir quelque chose pour démontrer quand même leur attachement à cette population. Ça m'intrigue. Et même le chef de l'État, le président Faure Gnassingbé, n'a rien donné pour cela. Je sais que chacun de nous en fait, et vous n'êtes pas sans savoir quand même que ce n'est pas, les 1 million là sont peu, mais ce qu'on donne tous les jours, ce qu'on fait tous les jours comme action, ça dépasse largement cela. Mais je pense quand même que donner la chance, démontrer en action, que oui, nous avons fait appel à cela, et voilà ce que je fais, ça aurait aidé beaucoup de personnes. Maintenant, revenant à votre question, comment le faire? Il faudrait dépolitiser la situation togolaise. Aujourd'hui, depuis le début de mon entrée en politique, j'ai expliqué quand même qu'il y a la coexistence de 2 blocs politiques. Et
le premier bloc a pour mission, objectif de maintenir le pouvoir. Et le second est à la recherche. Mais ce qui se passe, c'est que le premier bloc, cherchant toujours à rendre faible le second, ne lui donne aucune opportunité. Maintenant, comment on peut avoir des opposants milliardaires dans un pays où, quand l'opposant commence même à faire une activité, il est très rapidement bloqué politiquement. Donc vous voyez que si nous n'arrivons pas à dépolitiser la situation togolaise, nous ne pourrons pas avoir des opposants ou des leaders riches comme dans d'autres pays. Et il faudrait également ouvrir la gestion du peuple à la jeunesse. Il faut que les jeunes arrivent à avoir des positions qui leur permettent quand même de gagner leur pain et de pouvoir vivre mieux que cela. Et c'est en ce moment qu'ils pourront également contribuer à ces genres d'appels. Ajoutons également qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir la possibilité de donner, mais souhaiteront ne pas donner. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, on fait face à des représentants ou bien des leaders qui ne donnent même pas de compte par rapport à beaucoup de choses. On se souvient de l'équipe nationale où des fonds ont été récoltés, on a vu les choses des routes. Donc les gens se disent, mais comment encore continuer à donner à ce régime ou bien à ces leaders qui n'arrivent pas à faire des comptes à la population? Donc changer ces attitudes peuvent aussi aider beaucoup de personnes à participer à la gestion des choses et à contribuer pour le bien-être du peuple. Quand vous évoquez la jeunesse qui doit être plus regardée ou plus impliquée dans la gestion de la chose publique, je ne sais pas si vous voulez dire par exemple que Barry Moussa Barké, qui a été récemment nommé médiateur de la République, n'est plus tout jeune. Oui, la jeunesse se définit par... Quand je dis médiateur de la République, oui, allez-y. Oui, la jeunesse se définit par rapport à beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement une question d'âge. Oui, on dit souvent, pour certains, on est jeune jusqu'à la mort. La jeunesse, des fois, c'est dans la mentalité. Donc, ce n'est pas une question d'âge à tout moment. Mais ne nous cachons pas la face. Si, bon, pour la position de Barry Moussa Barké, en tant que médiateur... Non, mais c'est à propos des ordres nationaux. Oui, donc pour ces genres de positions, peut-être on a besoin d'un ancien, d'un quelqu'un qui connaît, d'un quelqu'un qui a acquis de l'expérience, qui est devenu peut-être sage à travers cela, oui, mais il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui sont fermées aux jeunes, et au moment où d'autres occupent plusieurs fonctions au même moment. Donc la jeunesse aujourd'hui n'a pas vraiment cette opportunité de rentrer facilement dans l'arène politique ou bien de la direction de notre pays. Donc ça, ce n'est pas à quelqu'un de nous le dire. Donc voilà ce que je voulais dire. À propos de Barry Moussa Barké, il est nommé donc grand chancelier. Donc voilà, pour la précision. Nous avons beaucoup parlé de coronavirus et nous allons changer un peu parce que vous êtes aussi acteur politique. On vous a découvert il n'y a pas très longtemps. Il s'est passé ces derniers temps dans notre pays un certain nombre de situations qui méritent d'être élucidées et surtout avoir des positions d'un acteur comme vous. Cette semaine, par exemple, il y a eu cette situation. Davidi, vous l'avez suivi, cette situation qui a débouché sur la mort d'un jeune tué? Oui, justement, c'est d'abord toutes mes condoléances à la famille et à toute la nation togolaise. Et je crois quand même que c'est une situation très pénible, hein, très honteuse, surtout pour tous les Togolais. Tuer un jeune comme ça, sans vraiment de fondement, ça écoeure, surtout dans une situation où déjà il y a beaucoup de tensions par-ci et par-là, suite soit à la situation économique, soit à la situation politique. Je pense que c'est trop allé également. Mais notons, parce que quand j'ai lu le rapport, je me demande d'abord si c'est un rapport officiel, parce que je cherche toujours à voir les signataires des rapports sur les réseaux sociaux, il faut toujours faire attention. Mais quand vous voyez un peu, vous faites des recoupages pour ce qui s'est passé jusqu'à la mort du jeune, il y a beaucoup de questions que l'on doit se demander, l'on doit se poser. Et justement, à travers cela, je pense quand même que l'État doit prendre ses responsabilités. Quelles sont les questions que vous vous posez? Première question, quand vous voyez les militaires se disent qu'il y a une voiture qui nous a dépassés en toute allure,
que nous sommes partis voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'ils ont, parce qu'ils ont porté treillis, est-ce qu'ils ont au fait comment dire, Ils sont en uniforme? Oui, ils sont en uniforme selon le droit. Mais est-ce qu'ils ont l'autorité en ce moment-là de faire ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que c'est à leur corps ou bien tous les militaires qui portent treillis peuvent le faire dans ce pays? Il faudrait que la population soit mise au courant. Mais maintenant, arrivé à un niveau donné, s'il y a interpellation du jeune et le jeune ne veut pas tempérer et que le militaire fait sortir une arme blanche, c'est-à-dire un couteau. Mais ce n'est pas commode dans notre société. Moi, aujourd'hui, oui, malgré tout ce que nous avons comme respect aux hommes en uniforme, si on m'arrête quelque part et dans une discussion, le policier ou bien l'homme en uniforme fait sortir un couteau, moi je dirais quand même que c'est un brigand. Parce que ce n'est pas ce qui se passe normalement dans nos pays. Mais faire sortir un couteau, je pense que c'est aussi un peu trop loin. Mais tout ça, là, ce sont des points à critiquer, d'autant plus que nous n'avons pas toutes les versions officielles des dispositions prises. Mais quand même, avec des recoupements, pour moi, c'est déjà trop. D'abord, de poursuivre sans autorisation et de deux, de faire sortir un couteau. Mais quelque part, nous devons également situer les responsabilités. Parce que si un homme en uniforme se présente devant vous, et vous demande de faire ceci ou cela, bon, je pense quand même qu'arriver à un niveau donné, par le respect, il faudrait aussi obtempérer à certaines choses. Vous avez vécu beaucoup aux États-Unis, chez vous là-bas, comment ça se passe? Bon, on a des situations similaires à ce qui s'est passé ici, mais qui sont condamnées quand ça survient. Parce que, oui, il y a des hommes en uniforme qui respectent les consignes données, mais il y a d'autres aussi qui font ce qui leur passe par la tête. Mais si ça arrive à des cas comme ça, vraiment, c'est puni parce que ça salit le nom des corps habillés qui doivent normalement être des atouts pour cette population. Donc, si aujourd'hui, il y a possibilité qu'un citoyen puisse résister à un niveau donné, à un policier qui l'interpelle, même aux États-Unis. Mais la plupart des temps, et si ça doit continuer, soit le policier lui donne une contravention, ou bien il appelle, on l'amène dans, comment dire, au poste de police. Au poste de police, pour qu'il soit quand même jugé, pour qu'il puisse aussi exprimer son point de vue. Mais ce qui s'est passé, encore la mort de plus de Davedi, je pense quand même que ça dépasse un peu l'entendement humain. Il faut dire que cette situation a entraîné beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Même les autorités du Togo ont condamné ce qui s'était passé. Comment comprenez-vous toutes ces condamnations qu'on a eues depuis? Parce que ce n'est pas la première fois que des situations similaires se produisent au Togo. Il y a des condamnations et puis il y a des récidives. C'est ce qu'on ne comprend pas. Oui, moi je pense quand même que le régime actuel doit faire très attention. Très attention, je dis, parce que ils ont eu peut-être la chance de pouvoir toujours gagner sur l'opposition togolaise. Mais aujourd'hui, ils font face non plus à une opposition togolaise, mais ils font face à une possibilité de révolte populaire. D'autant plus que il y a la misère qui s'accentue, il y a l'instabilité qui est là, il y a les leaders de l'opposition qui sont un peu dispersés. Donc, quand le peuple n'a plus personne et le peuple fait dos au mur, je pense que toutes choses peuvent arriver. Donc, il faudrait quand même que le régime aujourd'hui prenne cette disposition pour ne pas permettre ces genres de choses, pour que ces genres de choses continuent dans notre population. Parce que ça n'a pas duré. On a vu il y a le cas de Majulba, ce n'est pas encore mis au froid. Il y a tellement de choses qui se passent. Mais si ça continue et on ne fait que condamner sans avoir vraiment démontré à la population ce qui est fait, ce qui est mis, les dispositions prises, je pense qu'ils finiront par succomber à leur action. Donc c'est important pour que nous ne puissions pas toujours ouvrir des enquêtes, faire des condamnations, sans pour autant poser des actes pour que le peuple sache vraiment que oui, nous avons un régime, nous avons un gouvernement, nous avons des forces de l'ordre qui travaillent pour le peuple. Je pense que ça peut mal finir pour nous. Vous avez l'impression qu'il y a une forme de caution des autorités? Non,
je ne dirais pas ça. Même pas les forces de l'ordre. Moi, je pense quand même que c'est une lâcheté de certains individus. Parce que je ne pense pas. Moi, j'ai toujours la chance d'échanger avec certaines personnes, surtout aussi certaines personnes encore habillées. Je vois qu'ils sont des gens également qui veulent le bien de ce pays et qui ont des raisonnements comme les nôtres. Parce qu'à des moments donnés, nous pensons les mettre à côté. Ils sont des civils, après tout. Ils sont comme nous. C'est leur mission des fois qui les différencie de nous, mais je ne pense pas qu'ils sont aussi très inhumains en réagissant comme ça. Mais j'ai aussi eu à réfléchir un peu à la tension qui existe depuis un moment entre l'armée togolaise et la population. Et ça aussi, je comprends ça comme une décision politique, parce qu'arrivé à un moment, il faudrait quand même avoir un outil de sa politique. Et quand il y a un régime qui veut se maintenir, et le régime sait que l'armée est un outil de la politique, il veut avoir l'armée dans son camp. Et pour avoir l'armée dans son camp, il faut que l'armée soit ennemie de la société civile. Donc c'est ce qui fait qu'il y a toujours une tension entre les populations et les corps habillés. Alors qu'ailleurs, par exemple aux États-Unis, quand tu te balades dans la nuit ou bien tu es dans une situation et tu arrives à voir un policier, tu es sauvé. Alors qu'ici au Togo, on pense le contraire et on vit le contraire. Oui, il y a des situations où oui, on est sauvé, mais tellement de choses se passent au point où l'armée-nation, ça ne passe pas. Donc il faudrait aussi dépolitiser ça pour que la population, la société civile voit en ces corps habillés des gens qui sont là pour nous protéger et pour garantir notre vie. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une nouvelle enquête. Qu'est-ce qu'il faut attendre à l'issue de cette enquête? Se basant sur les résultats obtenus depuis plusieurs années, sur plusieurs enquêtes, je ne m'attends à rien. Mais je propose quand même que des dispositions soient mises au clair par rapport à la population. Moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est que est-ce qu'un militaire ou bien un corps habillé en uniforme est habilité à faire ce genre de choses? Il faudrait maintenant qu'on puisse communiquer un peu plus sur ce qu'on doit faire. Quelles sont les dispositions que nous devons prendre? Parce que je me souviens, il y avait une nuit au niveau du contournement à Agoué. J'ai vu 2 policiers qui m'ont arrêté la nuit avec une torche. Et j'ai évolué un tout petit peu, je me suis arrêté. Ils sont venus vers moi, là où il y a un peu de lumière. Et je leur demandais, qu'est-ce que vous faites dans la nuit? Mais vous êtes policier, restez quelque part où on pourra vous voir. Parce que c'est très possible pour quelqu'un d'autre d'être là-bas en uniforme pour mater les gens. Donc, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses à comprendre sur les attitudes des forces armées. Donc, pour moi, ma recommandation, c'est qu'à travers ce qui s'est passé, que la population soit éclairée et que la formation soit intensifiée au niveau des corps habillés pour que chacun de ces agents savent quoi faire lorsqu'ils sont en mission et quoi ne pas faire lorsqu'ils ne sont pas en mission. Parce que ça semble être un peu partout comme si dès que tu es en uniforme, tu te permets de faire ce que tu veux faire. Est-ce que c'est ça? Donc, il faudrait que cette loi soit clarifiée aux yeux de la population. Ce n'est pas la première fois que de tels discours sont tenus, notamment dans ce studio, quand on parle de formation ou de sensibilisation des forces de l'ordre. Plusieurs actions ont été menées pour qu'il y ait une relative entente entre population et forces de l'ordre. On a comme l'impression qu'il s'agit plutôt d'un problème structurel. Oui, c'est possible. Mais nous, comme je viens de le dire, je pense quand même que ceux qui sont à la commande de notre pays, surtout qui ont pris encore le bateau pour un nouveau quinquennat, doivent savoir que la situation a changé. Avant, ils faisaient face à une opposition qui a pour leader ceux que nous connaissons. Aujourd'hui, nous faisons face à une opposition qui a pour leader la misère. Et quand tu as pour leader la misère, tout peut arriver. On a vu dans des pays où une petite hausse de prix de pain a causé beaucoup de choses. Donc je pense quand même que s'ils veulent faire de cela un événement structurel, qu'ils sachent quand même que les conditions ont changé. Et que si ces 5 ans ne sont pas bien entretenus, ils risquent beaucoup. Donc si c'est le cas, il faudrait qu'ils déstructurisent, si on pourrait le dire comme ça, ce qu'ils sont en train de faire
pour ne pas faire la même chose de la même manière, parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Sinon, ils auront de mauvais résultats. Donc, voilà. Vis-à-vis des populations maintenant, puisque là, on parle assez des forces de l'ordre, des hommes en uniforme, quelles doivent être les attitudes de nos populations désormais vis-à-vis des forces de l'ordre pour qu'on n'arrive pas à ces genres d'incidents? En tant que citoyen, je pense quand même qu'il faut respecter les institutions. Et quand on parle d'institutions, on parle de nos offices, on parle des hommes en uniforme, on parle de ceux qui ont l'autorité d'agir. Et pour ce faire, il faudrait quand même que le peuple s'y soit plus éclairé sur les aptitudes à tenir devant, par exemple, un homme en uniforme qui t'interpelle sur un problème donné. Et je souhaiterais également que les hommes de médias reçoivent un petit financement également pour pouvoir sensibiliser la population sur ces genres d'attitudes plutôt à tenir, parce que oui, ne pas obtempérer aux exigences d'un responsable, bien d'un corps habillé qui a pour mission de faire ce qu'il doit faire. Aussi, c'est le non-respect de nos institutions. Donc, en tant que citoyens, nous devons respecter nos institutions, et ce respect passe également par ces genres de choses. Et sans oublier quand même que nos forces de l'ordre, nos responsables doivent aussi savoir que nous sommes en période de tension. Et qu'à des moments donnés, les citoyens peuvent aller un tout petit peu au-delà. Parce que les gens vivent tellement dans une misère donnée. C'est comme s'il y a beaucoup de personnes au Togo qui ne savent pas ce qui se passe. Des gens, même pour manger avec des familles, même aujourd'hui, ce matin, avant de venir dans ce studio, combien de personnes j'ai pu servir? C'est beaucoup. Mais c'est où? Je voulais passer, c'est où indiqué? C'est où vous habitez où? J'habite à l'est de Lomé. J'habite à Agoreke. Qu'est-ce que vous avez servi? Non, j'ai eu à donner de l'argent pour des familles qui ont besoin de s'acheter même un peu de riz, même pour faire manger une famille à 4. J'ai eu à envoyer de fruits pour des malades qui n'arrivent plus à le faire parce qu'ils n'ont plus de boulot. Donc ce matin déjà, il y a 3 familles qui ont déjà fait appel et à qui j'ai répondu positivement. Il y a d'autres qui sont là sur la liste que je n'ai pas pu pour le moment. Donc pour dire quand même que le peuple souffre, la jeunesse souffre. Donc il faudrait laisser ces comportements inhumains, surtout en tuant les Togolais comme s'ils sont des cabris. Même les cabris, pour les tuer, tu dois courir au moins un peu. Donc c'est comme si les gens s'amusent avec la vie des gens. Vous parlez de la banalisation de la mort, c'est ce que certains pensent. Après, il avait dit qu'il y a eu aussi des tensions à l'intérieur du pays, dans le Moyen Mono et à Dankben, où il y a également des incidents, donc conflits fonciers et litiges liés à la transhumance des animaux. N'est-ce pas trop d'incidents pour ce début de nouveau mandat de l'actuel chef de l'État? Oui, je pense que ces incidents existait aussi depuis beaucoup. Mais il faut y ajouter, par exemple, aussi l'assassinat du colonel Madjouba. C'est ça. Je crois que avec l'expansion des réseaux sociaux, on est mis au courant de beaucoup de choses qui se passaient. Moi, je me disais des fois que même il y a beaucoup de ceci qui se passait peut-être sans que nous, la population, nous ne le savions par le passé. Mais c'est vrai qu'au début d'un nouveau quinquennat, avoir tout ça là, c'est un peu de trop. Mais tout ça là, ce sont des signes annonciateurs d'une prise de conscience dont j'ai fait allusion depuis le début en disant que nous faisons face maintenant à une population qui a pour leader la misère. Donc il faudrait quand même faire attention. La plupart des disputes au niveau des terrains et autres, vous allez voir, parce que j'ai eu à intervenir à certains niveaux, je vois que c'est aussi lié aux actions politiques. Parce qu'il y a des responsables politiques qui ont des troupeaux, qui laissent leurs troupeaux faire ce qu'ils doivent faire. Et quand ça pille les champs des autres, et quand vous amenez le problème à la justice, au lieu que le problème soit vu d'une manière correcte, dont les gens utilisent leur position, leur autonomie, leur autorité pour s'en sortir, hein, en laissant les autres souffrir et continuer à souffrir. Je pense que tout ceci ensemble amène à
à ces différentes tensions que nous vivons dans ce pays. Et ces tensions, pour moi, sont des tensions annonciateurs de ce que nous pourrons vivre à n'importe quel moment. Nous venons de passer 45 minutes avec vous, Dr Aubin Kodo-Vitton. Je rappelle que vous êtes le responsable de Nouvelle Vision et comme c'est de tradition, à partir de cet instant, vous, auditeurs, vous pouvez intervenir pour lui poser des questions, lui soumettre vos préoccupations. Deux numéros pour ce faire. 96 50 34 37 et puis son 10 43 09 70. Romaric Feltas, est-ce que le téléphone sonne? Allô? Allô? Nous n'avons pas encore le premier auditeur. Nous allons commencer par parler politique avec le 4e mandat de l'actuel chef de l'État, ce mandat qui commence donc, je l'ai dit, avec quelques tensions. Est-ce que c'était prévisible ce 4e mandat? En attendant d'y répondre, le premier auditeur est finalement là. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé, allez-y. Oui, bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Pelé. Oh, très bien. Bon, actuellement au Togo, je pense que si un parti politique, si un chef de l'Union sort, c'est pour trois choses. Quand il fait sa sortie politique, premier, deux, ou bien, il veut soutenir le 4e mandat de M. Faure en disant que je vais rentrer dans le gouvernement, ou bien il y a un gouvernement d'union, ou bien en 3e position, c'est pour revendiquer ce que la dynamique Pedro est en train de revendiquer. Vous êtes dans quelle position? Deuxième question. Concernant ce qui se passe avec depuis le 3 mai, que le président a prêté serment, moins de 3 semaines, on crée 3 commissions d'enquête pour le début de ce mandat. Qu'en aura-t-il pour 365 jours, un quart? Merci. Bien, merci Pelé pour les deux questions. Après Pelé, est-ce que nous avons déjà un deuxième auditeur? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, je m'appelle Christian. Oui, vous êtes en direct, votre nom. Allô? Oui, vous êtes en direct, allez-y, votre nom et puis la question. Ok, je m'appelle Christian. Ok, ma question est celle-ci. Bon, je m'appelle, c'est à propos du programme que le gouvernement a proposé. Je dis particulièrement que beaucoup de populations est sélective. Plutôt ceux qui en ont besoin. Voilà, ceux qui en ont besoin même sont délaissés. Par exemple, moi, je suis un agent commercial qui actuellement à la maison, les boutiques sont fermées, beaucoup de magasins sont fermés, je n'arrive plus à vendre. Et je suis resté à la maison. Alors qu'il y a des revendeurs qui continuent par vendre au bord de la route, et avec apprentis, coiffeuses et comment dire, les couturiers, les apprentis, les enfants, les jeunes, qui en bénéficient en initiative, en tout. Alors que nous, même si on a besoin, on n'en trouve pas. C'est juste sur ce point que je voudrais revenir pour souligner. Bien, on a compris. Vous sentez une forme de discrimination? Oui, voilà. Ok, bien, merci. On a noté votre question. Après, Christian, nous avons quelqu'un. Allô? Oui, allô. Votre nom? Oui. Allez-y. Votre nom? Oui, c'est Acho. Oui, à tout, allez-y. Je salue l'invité. Salut, monsieur Achou. Bon, il a beaucoup parlé, mais je vois que ce n'est pas le moment de jouer le rôle d'un couteau à double tranchant. C'est-à-dire, à le voir parler, c'est comme s'il cautionne ce quatrième mandat du président. C'est-à-dire, il est d'accord sur les résultats proclamés par la CENI et la Cour constitutionnelle. Ou bien qu'il soit plus clair dans ses propos pour que on sache ce qu'il veut dire réellement, ou bien qu'on sache sa position. Merci. Bien, merci. Nous n'avons pas encore posé la question sur votre position par rapport à ce quatrième mandat-là, puisque à tout on parle. Et vous voudrez bien apporter des éclaircissements sur la préoccupation du dernier auditeur à tout.
Oui, bien sûr. Je pense que une partie de sa réponse va satisfaire également M. Pelé. Concernant le 4e mandat, vous n'êtes pas sans savoir que j'étais dans la course et le 17 janvier, d'une manière illégale, on m'a légalement fait sortir de la course. Donc, déjà à ce niveau, je pourrais dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Je sais que ça n'allait pas, mais jusqu'au point où ils peuvent se permettre de retirer ma candidature sans fondement officiel, officiellement, mais sans fondement logique, je pense que c'est déjà trop allé. Et continuant dans cette dynamique, j'ai vu au soir du 22 février ce qui s'est passé. Et même si on n'est pas en accord, si on a le désir de tenir la position pour pouvoir impacter notre population, nous sommes tous d'accord quand même que pour le moment, nous avons un pays qui a une constitution qui est exercée par certaines personnes. Et la constitution, on dit par exemple, après le 17 janvier, que oui, la Cour constitutionnelle a rejeté définitivement ta candidature. Quoi d'autre à faire? Rien. Donc, arrivons maintenant aux élections présidentielles. La Cour constitutionnelle l'a dit et on a précisé que oui, le sortant, le gagnant, ou bien celui qui a été désigné comme président du 4e mandat, c'est cette personne. Maintenant, si au-dedans de nous, on n'est pas d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord pour la personne désignée ou bien on n'est pas d'accord pour la loi qui a été appliquée? Donc, moi, je pense quand même que je ne suis jamais engagé pour aller accompagner quelqu'un. Je me suis engagé parce que je me vois en position de prendre la magistrature suprême et de faire changer mon pays. C'est pourquoi je me suis engagé. Cela voudrait dire implicitement que je ne voulais pas que les anciens qui étaient sur le terrain soient maintenus comme président ou bien maintenus comme les leaders de l'opposition. Il faudrait dépasser ce clivage pour arriver à un résultat. Mais tout ce que nous avons aussi à faire aujourd'hui, c'est de travailler avec la réalité que nous avons devant nous. Et la réalité que nous avons devant nous, si on le veut ou pas, est que la constitution du Togo a été appliquée d'une manière où M. Faure Gnassingbé a prêté serment et a pris encore le leadership de ce pays pour 5 autres années. Maintenant, faudrait-il continuer à faire comme les années précédentes où à chaque fin de mandat, à chaque fin d'élection plutôt, nous continuons à réclamer la victoire jusqu'à l'élection qui va suivre, au moment où nous pouvons faire autrement pour que celui-là qui est là-bas soit accompagné, soit forcé ou bien soit encouragé à faire un mandat qui porte des fruits sur la population. Pour moi aujourd'hui, ce que je veux voir à la fin, même si je suis président, c'est de voir combien de personnes sont sorties de la misère, combien de personnes ont des emplois, combien de personnes ont pu financer leur projet. On a compris. Donc, tout ça là, c'est ce qui est plus important. Oui, finalement, selon vous, l'essentiel, c'est d'accompagner ce qui se passe. C'est-à-dire nous sommes devant un fait accompli. Non, accompagner ce qui se passe, ça veut dire que rester dans la même dynamique qui ne porte rien. Et cette dynamique, c'est celle-là qui maintient le pouvoir pour le maintenir ou bien celle-là qui s'oppose au pouvoir pour s'opposer. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Concrètement, là, il est au pouvoir pour 5 prochaines années. Oui. Et au niveau de Nouvelle Vision, et vous faites quoi? Au niveau de Nouvelle Vision, nous nous sommes dit que ce quinquennat doit être un quinquennat de la jeunesse. Peu importe celui qui est au contrôle. Ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il y a eu beaucoup d'années, beaucoup de quinquennats où l'opposition a fait vote face. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été satisfait au niveau, peut-être au cours des élections, et laissant une seule équipe sur la pelouse, sur le terrain, faire son jeu jusqu'à une autre élection. Non, ce n'est pas normal. Il faudrait quand même que les Togolais arrivent maintenant à changer la finalité. Parce que la finalité de la lutte, pour moi, ce n'est pas officiellement, ce n'est pas le fauteuil présidentiel. Le fauteuil présidentiel, c'est un passage qui pourra permettre d'accélérer
ce que nous devons faire. C'est pourquoi j'ai dit dans une publication que j'ai faite la dernière fois que c'est comme si je voulais prendre le contournement pour vite arriver, mais le contournement est bloqué. Est-ce que je resterai là-bas pour dire pourquoi le contournement est bloqué ou bien je chercherai d'autres moyens pour m'approcher de ma finalité? Et cette finalité, pour moi, c'est celle-là qui permettra à ces milliers de Togolais d'avoir de quoi manger tous les jours, de vivre sur un territoire qui leur inspire confiance et sécurité. Mais si quelqu'un d'autre a un bâton magique pour faire autrement, alors qu'il fasse ça, cela. Mais pour moi aujourd'hui, je ne vais pas rester les bras croisés et faire comme nos aînés politiques en continuant pour les 5 ans à être dans une dynamique de revendication. Mais plutôt en m'investissant d'une manière ou d'une autre, soit en mettant mon expertise dedans, soit en contraignant, ou soit en mettant la lumière pour qu'à la fin, la jeunesse togolaise soit satisfaite. Bien, merci. Il y a d'autres questions, notamment la deuxième partie de la question de Pelé sur les différentes commissions qui ont été déjà annoncées après des incidents qui se sont produits dans le pays. Oui, pour les commissions, on vient de le dire, parce que ce n'est pas une bonne chose. Et si déjà, dans moins d'un mois d'un nouveau quinquennat, on a des situations de ce genre, j'ai déjà dit, ce sont des situations annonciateurs de la prise de conscience de ceux qui sont au régime aujourd'hui, à la commande aujourd'hui. S'ils continuent de faire comme ils l'avaient fait il y a de cela 5 ans, 10 ans ou 15 ans, ils finiront mal. Et donc, je crois que c'est important. Et pour M. Pelé, il disait qu'il y a toute sortie d'un homme politique, c'est soit pour... Vous avez répondu. Mais, ok, d'accord. Vous avez répondu. La question de Christian par rapport au programme Novici, il sent qu'il y a de la discrimination. Ceux qui doivent en principe bénéficier de ce programme-là, ce n'est pas à eux que reviennent les bénéfices. C'est le sentiment qu'il a à Christian. Oui, je profite de sa question pour signaler également que dans le discours du chef de l'État concernant les mesures ripostes contre Covid, il avait parlé que les dispositions seront prises pour les chefs d'entreprise et certaines autres couches sociales. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, il semblerait comme si ces gens-là sont dans l'oubliette. Parce que des gens comme les agents commerciaux aujourd'hui, ceux qui faisaient un peu de business eux-mêmes, qui sont fermés, ils doivent souffrir même plus. Parce que, vous êtes fermé, même vos employés même vous appellent comme s'ils travaillaient pour vous. Donc ça veut dire que la charge revient sur vous d'une manière donnée. Et des gens ont des contrats de location des immeubles, ils ont des contrats de location de tel engin avec celui-ci, avec celui-là. Vous voyez qu'ils sont plus en problème. Donc je pense qu'à travers sa question, je lance cet appel pressant à ce comité de gestion de Covid pour qu'on puisse faire quelque chose pour ces agents commerciaux et ces différentes couches sociales qui sont laissées. Et au même moment, faire appel à ces leaders de notre pays, à ces milliardaires, ceux qui se sont enrichis, que ce soit légalement ou non. Il est temps de décaisser un peu pour aider le peuple, pour aider le pays. Le pays a besoin de nous tous. Que chacun puisse faire ce sacrifice pour aider cette population souffrante. Il y a la question de Kankoué à côté. Quand les hommes qui sont censés représenter les institutions n'arrivent pas à respecter la loi qu'ils sont appelés à faire respecter, comment un citoyen qui ne sait rien de la loi peut-il réagir? C'est cette question qui est laissée sur notre page Facebook. Ah oui, c'est normal et puis c'est une question logique. Quand tu fais ce que tu ne dois pas faire, tu verras ce que tu ne dois pas voir. Et quand par exemple le militaire fait sortir le couteau, et que la réaction du citoyen est de lui prendre ce couteau dans les deux cas, je pense que le militaire a fait ce qu'il ne devrait pas faire. Et le civil a fait également ce qu'il ne doit pas faire. Donc le militaire a fait ce qu'il ne devrait pas faire, il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Je pense que c'est important pour surtout ceux qui sont censés connaître, maîtriser la loi, de démontrer la bonne application de cette loi par leur comportement. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait que les leaders de ces institutions, c'est-à-dire de forces d'armée togolaises, puissent quand même renforcer leur formation, leurs recommandations à ces agents. J'avais vu quand le coup-feu avait commencé, comment ça cognait un peu partout. Mais aujourd'hui, c'est amélioré. Donc je pense qu'ils ont la capacité de faire quelque chose. Donc que la mort d'Avedi puisse être vraiment une situation qui va tourner tout
et que les forces de l'ordre puissent également jouer leur rôle pleinement et que la population puisse également répondre favorablement à tous ces toute cette chose-là. Il y a une autre question, celle laissée par Claude depuis B. À cette allure où vont les élections au Togo, est-ce que le parti au pouvoir peut être vaincu un jour? Oui, ça c'est une question à laquelle on ne pourra répondre qu'après le résultat, c'est-à-dire après avoir obtenu le résultat. Mais au même moment, je pense que moi je pose une question plus avancée que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas question de vaincre le parti au pouvoir, mais c'est question de réaliser le rêve togolais. Et si le rêve togolais doit passer par le changement du pouvoir, donc il faudrait que ça puisse se réaliser. Donc ce que moi je me dis, c'est que nous n'allons pas continuer à vivre dans la misère au Togo, non. Nous n'allons pas continuer à vivre sous pression, nous n'allons pas continuer à vivre l'injustice. Si la personne ne veut pas céder, que la nature le force à céder. Parce que... Ouais, comment ça? Bon, ça veut dire qu'il y a des incidents qui se passent, il y a des choses qui feront que, à un moment donné, vous êtes obligé de donner à César ce qui doit être à César. Donc, je pense que quand vous continuez à faire certaines choses et vous avez atteint votre apogée, mais vous voulez continuer à le faire, vous ne donnez que de mauvais résultats. Et ces mauvais résultats produisent des effets. Et ces effets changent des situations. Donc, celui qui doit comprendre, comprenne. Est-ce que vous avez l'impression que le pouvoir actuel a atteint son apogée? Oui. Le pouvoir a atteint son apogée depuis. C'est pourquoi je me suis engagé. Si le pouvoir n'avait pas atteint son apogée, je n'allais pas être candidat. Mais comment expliquer dans le même temps que ce pouvoir soit élu à 70%? Bon, et je ne suis pas dans... je ne suis pas le coordinateur de données, mais en voyant même la situation togolaise, d'autant plus qu'avant la campagne, je me suis promené un peu partout sur le Togo. Je pense quand même que... bon... Dire que nous avons une élection où quelqu'un a gagné à 70%, c'est trop fait. Pour moi, ça ne traduit pas ce que j'ai vu sur le terrain. Mais au même moment, je n'ai... Non, mais est-ce que vous semblez mettre donc en doute les résultats? Là où je suis aujourd'hui, après un serment, ce serait une discussion inutile pour moi de mettre en doute quoi que ce soit. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, comment faire pour que toute opportunité que nous pourrons avoir puisse être profitable à ma jeunesse. Je ne serai pas dans cette dynamique de continuer à critiquer ce qui n'est plus faisable. C'est déjà passé. Et j'avais vu ça, où les gens ont marché des années, les gens ont revendiqué des années, et ça n'a rien produit. On laisse la seule équipe rester sur la pelouse, et ce qui est mauvais, c'est qu'à la fin, on revient toujours faire les élections. Mais si c'est le cas, pourquoi ne pas être là au moment où les lois sont formulées, au moment où les décisions sont prises, au moment où comment dire, des fonds sont octroyés à nos populations pour que nous puissions savoir si ça a été utilisé pour le bien de la population. Ouais, vous écoutez, on a l'impression comme si ce que vous décrivez n'a jamais été fait au Togo, puisqu'on a connu des gouvernements d'union nationale, l'opposition a été représentée à l'Assemblée nationale, mais les situations sont restées les mêmes. D'abord, du gouvernement d'union nationale, moi je n'ai jamais été en accord parce que ça n'intervient que lorsqu'il y a un gouvernement de crise politique. Mais je souhaiterais un gouvernement de compétences. Il y a eu crise politique en 2005 et à la suite il y a eu un gouvernement d'union nationale en 2006. Bon, quand vous comprenez avec moi qu'un gouvernement d'union nationale est un gouvernement pour apaiser seulement, c'est tout. Ce n'est pas un gouvernement pour réellement pour réaliser des choses. Parce que si on veut aujourd'hui distribuer des postes parce qu'il y a tel parti et tel parti qui doivent être du gouvernement ou cela, alors que la compétence n'y est pas. Est-ce que nous aurons les résultats que nous allons souhaiter? Donc, gouvernement d'union nationale, moi, je n'ai jamais été pour. Mais gouvernement de compétence où il n'y a pas restriction. Ça, c'est ce que c'est de quoi nous avons besoin. Parce que c'est ça qui permettra ce que si vous êtes aux commandes, vous êtes nommé par exemple le leader de, par exemple, ministre de la culture, vous saurez quoi faire pour que la culture change. Du sport, vous saurez quoi faire pour que le sport change. Donc il faudrait quand même des hommes compétents à des positions qu'il faut. Est-ce que vous êtes prêt à être ministre? Après, être ministre n'est pas une finalité. N'est pas une finalité. Moi, tout ce que je m'engage à faire, c'est de pouvoir arriver à ma finalité. Maintenant, quels sont les outils dont j'aurai besoin? Ça dépendra de la situation qui se posera devant moi. Demain, quand on annonce un gouvernement de compétences, justement, que feriez-vous si on faisait appel? Peu importe le cas, je mettrai toujours ma compétence à disposition de ma génération. Je l'ai déjà fait.
Je continue à le faire et je continuerai à le faire. Même dans les saisons de campagne et autres, je mettrai toujours ce que j'ai comme compétence à contribution pour mon peuple. Donc, bien, bien, merci. Merci beaucoup. Oui, oui, bonjour. Bonjour, c'est Oui, allez-y. Voilà. Je veux dire que je suis pas du tout contente de la façon dont je suis gouvernée. Et le corona a atterri pour réorganiser ce monde injuste, surtout au Togo. Mais je vois que le régime profite encore là-dessus, pèse dessus pour profiter davantage. Et sinon, cette histoire de couvre-feu, c'est encore une autre forme d'oppression, parce que moi je pense. Le Bénin ne l'a pas instauré, ils n'en sont pas morts, ils ont même commencé par travailler il y a 8 jours, je crois. Ils ont instauré le couvre-feu et il y a la violence dedans. On violente les gens, on en tue même s'il faut. C'est pas normal. Madame Essi. Je voudrais qu'on l'enlève. Madame Essi. Pour l'histoire, oui. Oui, mais en fait, vous suivez l'actualité du coup-feu? Est-ce que vous suivez bien l'actualité du coup-feu? Si je suis bien. Je vous demande si vous suivez bien l'actualité du coup-feu, puisqu'il y a eu une nette amélioration depuis. Il y a eu, je n'en sais pas bien. Ok, allez-y. Oui, c'est pareil, vous allez écouter, si moi j'arrive. Des scènes qui donnent aux gens, c'est pas normal. Parce que c'est légal, où il n'y a rien comme ressource, c'est 160 000 francs par mois. C'est pas normal, on 5 000 francs ici. Bien, madame, ici, on a compris, même si la liaison était quelque peu difficile, on a noté l'essentiel. Vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont on mène le coup-feu. Et puis, vous sentez également que le programme Novici, pour vous, les 5 ou 10 000 francs, c'est pas beaucoup. On a noté. Après, si nous avons un autre auditeur, allô, bonjour. Alors, oui, vous êtes en direct, votre nom. Oui, bonjour, tonton. Votre nom. Tonton, le Koutouari. Allô? Oui. Oui, mais Allô? Oui? Le Koutouari. Non, mais vous ne pouvez pas intervenir dans cette langue-là. Nous parlons une autre langue, c'est pas... vous revenez demain matin, s'il vous plaît. Oui, je sais, mais je voulais vous demander quelque chose. Hors antenne, je voulais vous... Oui, mais oui, ok. Si c'est hors antenne, vous intervenez après l'émission. L'émission finit à 13h30. Merci quand même d'avoir composé le numéro de la radio. Nous allons... Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, votre nom. C'est à côté. Oui, à côté. Allez-y. Monsieur Nicolas Lepton a l'habitude de nous proposer le gouvernement de salut public. Votre invité, lui, il nous parle de gouvernement de compétences. Je voudrais qu'il nous fasse un parallèle entre les deux thèmes. Merci beaucoup. Bien, merci. Un dernier auditeur. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, c'est M. Colani de Diafrère. Colani, comment vous allez? Oui, bonjour, je salue notre invité. Mais vous faites la fête chez vous là-bas, Agoué? Vous dites? Je demande si vous fêtez le ramadan chez vous là-bas, Agoué. Ah ouais, ça va, on se débrouille avec cette maladie. Ok, je passerai même si c'est pas autorisé, je passerai, M. Colani. Vous savez, je vous saisis mal, hein. Ok, allez-y. Ah ok, non, je disais au docteur, on n'a pas besoin qu'il soutienne quelqu'un, mais qu'il soutienne le peuple togolais. Est-ce qu'il pense qu'au jour d'aujourd'hui, la manière dont les élections se sont passées, le comportement de notre CENI, la Cour constitutionnelle, qui encourageait encore les Togolais, si on les demande d'aller dans les villes pour choisir leurs dirigeants, parce qu'ils nous disaient qu'on a rejeté sa candidature, et plus tard, il n'est pas là pour soutenir quelqu'un. On ne dit pas de soutenir. Est-ce que ça s'est bien passé que le Togolais se retrouve dans leurs dirigeants? Si je lui dis quelque chose qui est important, en quittant sa maison, il a trouvé certains parmi. C'est un coup de l'eau dans la mer, c'est tout ce que nous faisons. Mais s'il y a une transparence dans la gestion de ce que nous vivons et la gestion dans le pouvoir, je pense que tout Togolais doit être à l'aise. C'est tout ce que nous demandons. Est-ce que le chef de l'État actuel, c'est bien qu'il a été voté par cette majorité, est-ce que la population se trouve en lui? C'est ce qui pose même cette dépendance de la maladie que nous vivons là.
Il n'y a pas la solidarité, il n'y a pas l'unité. Vous ne voyez pas ça? Donc, monsieur, je vous en prie, soutenons le peuple congolais, et non des individus comme tu le dis. Mais est-ce que, ma question, est-ce que ces élections qui sont passées, est-ce que c'est bien ça se passe comme ça dans les autres pays? Est-ce que le président de la Cour constitutionnelle, devant qui on a prêté serment, est-ce que c'est bon, est-ce que le président de la Cour constitutionnelle? Non, c'est ce que nous demandons. Monsieur Kolani, on a noté votre intervention, notre invité, il a développé ses arguments, on va lui retourner le micro là, et vous êtes en face, Kolani n'est pas d'accord avec vous, il demande que vous soutenez plutôt le peuple togolais. Bon, je ne dirais pas que M. Kolani n'est pas d'accord avec moi, parce qu'il a bien dit qu'il a pris ça de ce que j'ai dit. Je ne suis pas là pour soutenir quelqu'un. Et c'est justement pour soutenir le peuple togolais qu'il y a une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision ne se base pas sur une finalité de lutter contre quelqu'un ou bien pour quelqu'un, mais pour le peuple togolais. Et il a bien souligné dans son intervention que cela ne pourra advenir que lorsque, tous ensemble, nous agissons pour la transparence de la gestion et la bonne gestion. Donc, la bonne gouvernance ne proviendrait pas au moment où nous avons des blocs qui se font opposition sur tout problème donné. Il y a des cas où les gens vont s'opposer. Mais il y a des situations où nous devons nous mettre ensemble pour décider d'un commun accord, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou bien ceux qui sont... Quelle situation par exemple? Bon, je prends le programme PENPER, le programme agricole, avec le décaissement qu'il y a eu maintenant depuis plus de 7 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Quel rapport on a eu sur cet argent, cette somme-là qui est débloquée? Je prends tout ce qu'on a comme des fonds alloués pour tel domaine et tel domaine. Il faudrait avoir quand même ce que nous pourrons appeler le contrôle citoyen des actions de l'État. Et on ne pourra pas le faire si à longueur de journée on s'oppose à tout. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense que arriver à une bonne gouvernance ou bien à la transparence dans la gouvernance, il faut faire taire un peu les guerres politiques. Il a aussi souligné dans sa question, il se demandait, ou bien il me demandait, si ce qui s'est passé, si je suis d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Et je n'ai même pas été d'accord avant 22 février. Je n'ai même pas été d'accord du fait que c'est depuis 2016 que je me suis engagé pour me préparer pour ces élections. Et quelqu'un se lève de son gré et dit que Kodjo Vitton ne sera pas candidat. Comment je peux accepter? Donc oui, il a raison de dire aujourd'hui que c'est condamnable la manière dont nos institutions sont gérées. Maintenant, on peut condamner, mais on ne va pas rester sur la condamnation jusqu'à la fin. Il faudra maintenant travailler pour arranger cela pour que ça ne se reproduise pas. C'est dans cette dynamique-là que je me retrouve. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc ce n'est pas question de supporter quelqu'un, d'être contre quelqu'un, mais c'est de contribuer à ce que cette gouvernance soit profitable pour notre population et que nos institutions aient à leur tête ceux qui sont là réellement pour appliquer les tests de l'État. Nous avons tous vu, même le 3 mai passé, une institution de l'État qui est censée faire la part des choses, qui agit d'une manière partisane, en toute liberté, comme c'est une honte nationale. Non, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que si je ne suis pas d'accord, cela voudrait dire que je vais me mettre à l'écart? Non. C'est la différence peut-être qui existe entre moi et plusieurs personnes. Maintenant, quelles sont les chances que vous donnez dans la nouvelle position que vous donnez là? Moi, je dis aujourd'hui que c'est important de contribuer ou bien de contraindre à une bonne gouvernance. Comment ça se fait? Ça se fait seulement en mettant les yeux sur tout ce qui est gérable dans notre pays. J'ai donné l'exemple de certains programmes qui sont là. Il faudrait des commissions parallèles d'un régime non au pouvoir pour suivre ces activités données. Et il faudrait quand même faire lumière sur ce qui ne marche pas et faire des propositions. Il y a le programme PND, on a créé depuis plusieurs années, PND 2018 à 2022. Mais je ne serai pas dans une dynamique d'opposition, je te dirais que bon, PND, c'est issu ou bien c'est une initiative du régime, donc je ne vais pas chercher à savoir de quoi il s'agit, à l'évaluer, à voir ses forces et ses faiblesses. Non. Donc c'est ce qui doit nous différencier la nouvelle opposition. Nous devons comprendre la manière dont notre pays est géré et contribuer à l'amélioration de cette gestion. Mais si nous nous maintenons dans la posture d'opposition à tout, nous n'aurons pas la chance de comprendre ce qui se passe et d'intervenir pour son amélioration. C'est la différence
La que je question vois. d'à côté maintenant. À côté disait que quelle différence il y a entre un gouvernement de salut public et le gouvernement de compétence. J'aurais souhaité quand même que l'aîné, comment on appelle, Nicolas Lawson m'explique ce qu'on appelle gouvernement de salut public. Mais j'aurais compris à travers même le mot salut public que c'est un gouvernement réel, un gouvernement qui naturellement sera au boulot pour répondre à l'aspiration du peuple. Et donc, si c'est le cas, cela voudrait dire que le gouvernement de compétence dont je parle, c'est la même chose que le gouvernement de salut public. Parce que quand on dit salut public, on ne mettra pas celui qu'il ne faudrait pas à une place donnée parce qu'on veut se maintenir. On ne mettra pas celui qui n'a pas cette compétence quelque part parce qu'il peut parler ou bien il peut faire ceci, faire passer cela. Donc, je pense quand même que le gouvernement de salut public, selon l'interprétation du mot, ne serait pas différent du gouvernement de compétences dont je parlais. Le chef de l'État actuel a prêté serment le 3 mai. Aujourd'hui, nous sommes le 24. Est-ce que les Togolais doivent se préoccuper, doivent être préoccupés par le fait que depuis, on n'a pas un nouveau Premier ministre, on n'a pas un nouveau gouvernement? Est-ce que les Togolais doivent être préoccupés? Bon, je pense que les politiciens peut-être doivent être préoccupés, mais pour moi, pour la jeunesse qui m'entoure et pour tous les ambassadeurs, ce qui nous préoccupe, c'est comment faire pour améliorer notre vie quotidienne. Comment faire pour trouver le boulot, comment faire pour nous en sortir du Covid-19 et arriver à joindre les deux bouts. Parce que nous avons tellement mis nos préoccupations sur les affaires politiques. Mais je sais bien que il faut une politique pour arriver à un développement. Néanmoins, si toutes nos énergies sont concentrées sur les affaires politiques, nous allons toujours passer de côté. Donc, notre préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas nommer le Premier ministre ou pas, parce que la Constitution ne l'exige même pas. En tout cas, pour ce que je comprends de ça, il n'y a pas de date limite pour cette exigence et les gens peuvent, d'une manière officielle, politique ou pas, justifier le fait que nous sommes en période de crise. D'ailleurs, nous sommes en période de, comment dire, les 3 mois d'état d'urgence. Ils peuvent ne pas nommer jusqu'à un temps donné. Mais peu importe le cas, il y a des gens qui ont besoin de manger aujourd'hui. Il y a des gens qui ont besoin de se faire soigner aujourd'hui. C'est ma préoccupation. Et c'est ce qui nous préoccupe à la Nouvelle Vision. Donc voilà. Il y a une question laissée par Malice. Quelles sont vos doléances ou vos propositions pour la prise en charge du jeune Mohamed et ses enfants vis-à-vis du gouvernement? Le Mohamed, c'est le nom usuel du jeune qui a été tué cette semaine. Oui, je pense quand même que dans les mesures d'apaisement, il faudrait que, surtout, vu déjà les recoupements, on aurait tous cru, ou bien il semble être logique que les corps habillés ont trop abusé de leurs autorités pour tuer ce jeune homme. Donc, dans les mesures prises, il faudrait quand même que le peuple ressente que le régime ou bien nos leaders ont eu compassion pour cette famille. Donc, pour moi, la prise en charge de la famille, surtout des enfants jusqu'à l'âge majeur, est très importante. Il faudrait quand même arriver à démontrer que oui, nous avions fait erreur, mais voilà des dispositions que nous avons prises pour que ça ne se répète plus et aussi pour alléger la peine de ces familles-là. On vous a connu il n'y a pas très longtemps et vous avez fait une pré-campagne assez soutenue. Vous avez été au final dégoûté, vous n'avez pas pu participer à l'élection présidentielle. Comment est-ce que vous avez ressenti le coup? Très mal, mais je sais qu'un coup isolé n'arrête jamais le combat. Je me suis engagé parce que je sais que ça ne va pas. Je me suis engagé parce que les choses ne sont pas claires. Je me suis engagé parce que je sais que ça peut arriver. Donc, si ça arrive, il faudrait prendre des dispositions pour ne plus être sous ce même coup. Donc, pour moi, aujourd'hui, oui, j'ai vraiment ressenti ce coup très mal. Quand on ne peut pas me laisser, on ne peut pas laisser cette jeunesse compétir pour ce leadership
de nous écarter sans même nous donner la chance d'être sur la pelouse, je pense que c'est très mauvais. Et surtout avec tout ce que nous avons mis dedans depuis 2016. Vous avez l'impression qu'on vous a indûment écarté? C'est pas une impression, c'est un fait. Mais c'est pas une impression. Toutes les preuves sont là devant moi. Aujourd'hui, quand la Cour constitutionnelle me dit je ne retrouve pas 2000 signatures de 5222 signatures que Dr Ton a donné, mais quelle est la logique là-bas? Je suis allé, on n'arrive même pas à m'expliquer comment ils n'ont pas pu retrouver les signatures des cartes qu'eux-mêmes ils ont produites. Donc, nous voyons que nous sommes dans un pays où les gens utilisent leurs autorités pour faire ce qu'ils veulent faire. Mais cela ne m'empêche pas de continuer à travailler pour le bien-être de ma population. Parce que c'est ça ma finalité. Donc peut-être que je n'ai pas encore eu le pouvoir pour accélérer le développement tant attendu, mais cela ne dit pas que je ne peux rien faire pour le moment. C'est la différence. Je voudrais quand même que, même en n'étant pas président pour le moment, continuer à me battre pour cette jeunesse qui souffre autour de moi. Pour ces enseignants du privé, du public, pour ces mamans, pour ces étudiants un peu partout qui ont besoin d'aide, pour tous ceux qui sont là et qui ont besoin d'assistance. Que ce soit par des propositions, que ce soit par des encouragements, ou que ce soit par des actions, des formations. Je continuerai à me battre pour ce pays, même si je ne suis pas encore président. Mais étant donné que la magistrature suprême pour moi provient de la divinité. Quand l'heure sonnera, tout le monde saura et ça va arriver. Vous n'avez pas très confiance ou vous donnez l'impression de ne plus avoir confiance aux institutions, mais c'est les mêmes institutions qui vont continuer par régenter le pays sur les 5 prochaines années. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire prospérer vos actions alors? Bon, je pense que les institutions sont là. Et ce que je regrette plutôt, ce n'est pas les institutions, mais c'est ceux qui sont à la direction de ces institutions. Mais ils les incarnent. Oui, justement. Donc, le travail que nous aurons à faire, c'est, a priori, identifier le problème. Mais c'est le problème. Nous parlons du problème. Quand ils incarnent l'institution et qu'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, il faudrait maintenant arriver à travailler, soit à transformer, soit à remplacer, et soit à recadrer ces gens pour que prochainement certaines choses ne se reproduisent pas. Mais recadrer comment? Par exemple, si nous prenons la Cour constitutionnelle. Bon, recadrer comment? Bon, ils sont pas les seuls au Togo pour être certainement qu'ils ne seront pas les seuls pour longtemps. Mais il y aura au moment où ils auront besoin de changer pour faire changer les choses. Donc quand le temps viendra, je pense qu'on avisera par rapport à certaines stratégies pour faire évoluer les choses. Mais tout ce que moi je reconnais, c'est que je ne resterai pas à la bande de touche. Je serai sur le terrain pour jouer pour le bien-être de ma population. Docteur Aubin Kodevuiton, beaucoup pensent que la situation togolaise elle est difficile. Visiblement, et je ne sais pas si vous partagez cette impression-là après les quelques années que vous avez eu à passer sur la scène politique. Est-ce que vous sentez que cette situation, c'est une situation assez particulière, qu'elle est trop difficile? Si je me mets dans la dynamique des gens qui souffrent aujourd'hui, je dirais que difficile même, c'est un mot qui n'est pas bien choisi. Il faudrait un mot plus fort que ça. Parce que les gens souffrent, réellement, des gens souffrent dans ce pays. Même si peut-être autour de nous, il y a des gens qui arrivent à jeûner les bouts. Mais quand vous rentrez un peu dans le peuple, vous rentrez un peu dans les villages, vous voyez des coins où, toujours en 2020, vous faites des kilomètres pour aller prendre aller prendre de l'eau. Il y a tellement de choses. Donc je pense que les gens souffrent. Et ce qui est plus difficile, c'est que cette souffrance peut être allégée si les politiciens savent jouer leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois la situation, c'est que la souffrance profite à nos leaders. Parce que c'est à cause de la souffrance que je peux te donner 2000 francs pour aller voter telle couleur ou telle couleur. Mais si tu ne souffrais pas, est-ce que tu allais le faire? Et si moi, ma finalité est de me maintenir ou bien de tout faire pour pouvoir avoir le pouvoir dont je peux facilement l'utiliser. Donc la misère du peuple profite aux politiciens. Mais il faudrait quand même dépasser ça. Oui, le peuple souffre et je partage cela avec quiconque le dit que nous souffrons trop. La population souffre politiquement et socio-économiquement. Demain, c'est la journée de l'Afrique et c'est célébré chaque 25 mai. Demain, nous serons donc le 25 mai, la journée mondiale de l'Afrique.
L'Afrique, pour un certain nombre de pays, cela va faire 60 ans cette année qu'ils sont indépendants, mais visiblement, ce sont des pays qui ont trop de difficultés. Nous continuons pas à utiliser le mot difficile. Ces pays-là ont des difficultés, notamment le Togo. Comment comprendre cela? Mais pourtant, ce sont des pays qui sont relativement riches. Oui, je pense que le développement est primordialement mental. Tant qu'on nous chante tous les jours des Africains qui sont malheureux, des Africains qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela, et que nous mettons ça toujours dans nos mentalités, ce serait difficile de décoller. Parce que dès que tu es pauvre dans ta mentalité, ce serait très difficile pour toi d'être riche physiquement. Donc, les Africains, je pense que les commémorations comme celle de la journée mondiale de l'Afrique doit interpeller notre conscience. Moi, je ne pense pas que les Africains sont en tant qu'Africains, que nous ne sommes pas aussi malheureux que l'on le pense. Mais on nous le chante tous les jours pour que nous nous soumissons à eux. Il suffirait de voir, il y a de cela un mois quelque chose déjà, où les frontières sont fermées aux pays africains, où les gens ne peuvent plus aller à Paris pour se faire soigner, les gens ne peuvent plus aller faire le shopping dans les supermarchés aux États-Unis, mais nous sommes tous là. Ce qui voudrait dire que nous pourrons se développer, nous pourrons nous développer nous-mêmes. Donc, tant que dans nos mentalités, nous n'avons pas ce changement de mentalité qui va nous aider à croire en nous-mêmes et à prendre des actes qu'il faut, nous allons continuer à vivre sous la dominance, même dans l'indépendance. Donc c'est important pour tous les Africains que cette journée commémorative de la journée africaine nous réveille un peu partout et que l'élite africaine repense et pense positif par rapport à l'Afrique. Nous sommes capables. Regardez le cas Madagascar par rapport au Covid. Il y a plusieurs choses qui se font dans ce monde d'où l'émanation vient de l'Afrique. Mais toujours nous nous voyons en retrait, nous nous voyons miséreux, que nous mettons toujours les autres devant la scène. Donc c'est important pour nous. Pour la balle est-elle dans le camp, des populations, ou des acteurs politiques, je crois, ou des partenaires de l'Afrique? C'est un problème de nous tous, mais plus précisément de nos leaders, parce que les autres qui nous chantent ces misères, ces galères en Afrique, c'est ceux-là qui veulent profiter de nous. Mais ils profitent de nous en mettant leur personne à la tête de nos pays. Mais tant qu'ils ont leur appui dans nos pays, que ces personnes qui sont là se voient plus occidentaux que appartenant à leur pays, nous aurons toujours les mêmes problèmes. Donc je pense quand même que c'est un problème de nous tous, mais d'une manière plus particulière, nos leaders doivent réfléchir autrement. Regardez le problème de l'écho, du franc CFA, ce qui se passe aujourd'hui avec la France qui se précipite à faire son écho, ou l'écho aussi est... Bon, il y a tellement de choses que nous devons revoir. En toute chose, moi je dirais quand même que l'élite africaine est capable. Mais nous devons laisser de côté la haine, nous devons dépassionner nos discussions et mettre plutôt la finalité de faire développer notre Afrique là en premier. Et ça permettra à ce que nous tous, d'une manière collaborative, nous arrivions à faire de l'Afrique réelle le berceau de l'humanité. C'est vrai que c'est dit partout, l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Mais l'Afrique c'est le continent de la misère, des maladies, le continent des guerres, le continent... De toutes les difficultés, mais à vous écouter, c'est un peu comme s'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que ne pensez pas, moi je suis parti aux États-Unis, je n'avais jamais pensé que j'allais voir des gens qui demandaient de l'argent au feu tricolore. Parce que les Américains? Oh, bien sûr, mais il y a des gens qui vivent dans la misère aux États-Unis, des gens qui sont malheureux dans certains pays occidentaux. Mais pourquoi les gens ne parlent pas de ces gens et on parle toujours de ceux qui sont malheureux en Afrique? Quand des fois, dans des documents... Est-ce que c'est pas parce que c'est des cas assez isolés? Non, je ne pense pas. C'est ce qu'ils veulent nous chanter. Je me souviens quand j'enseignais, il y avait une vidéo sur YouTube que je passais, l'Afrique, les grands États, bien les grandes cités de l'Afrique. Et j'ai passé ça à mes étudiants.
Ils étaient tous étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait de ce genre de choses en Afrique. Parce que tout ce qu'ils voyaient dans Discovery Channel et tous ces channels-là, ce sont l'Afrique. C'est l'Afrique miséreuse, c'est l'Afrique où le papa n'a rien et les mouches sont partout. Mais il faut chanter les bienfaits de l'Afrique et il faut que l'Africain puisse reconnaître également qu'il est capable de faire certaines choses. Donc je pense quand même que ce n'est pas parce que les gens chantent que nous sommes pauvres, que nous devons devenir pauvres. Pour moi, aujourd'hui, nous devons changer de paradigme. L'Afrique est riche, les Africains sont intelligents. Nous passons, moi je suis parti du Togo pour aller enseigner leurs enfants en mathématiques là-bas, au moment où j'ai fait la FASEG ici. Donc si je peux être aussi important là-bas, vous pensez quoi de l'Afrique? Nous sommes capables. Les jeunes Africains sont capables, et surtout les Togolais. Bien, merci. Merci, Annie Chance pour l'Afrique. C'est ce qu'on retient de votre dernière intervention. Cette émission, elle s'achève donc. Docteur Aubin Kodjo-Vuitton de Nouvelle Vision, c'est lui l'invité de ce D12 qui sera rediffusé tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Freitas. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Au revoir.